Bonjour les amis, après vous avoir présenté mon petit fugue dans une vidéo un peu sommaire, j'avoue, j'aurais pu m'attarder un peu, voilà. Mais bon, je suis pas un grand cinéaste, je le reconnais. Je vais faire avec vous un bilan, un petit bilan de cette aventure qui a débuté le 27 avril. Voilà, j'ai signé pour l'achat de ce voilier à Arcachon le 27 avril. Et depuis, voilà, où en suis-je? Combien ça m'a coûté? Où en est le voilier? Pourquoi j'ai acheté ce voilier? Quel est l'intérêt d'un fugue 9 mètres dériveur intégral par rapport à d'autres voiliers, etc. Est-ce que c'est rentable de retaper un voilier financièrement, en temps, en travail, plutôt que d'acheter un bateau barre en main, économiser pour acheter un bateau barre en main? Tout ça, voilà, on va en parler. C'est intéressant pour ceux qui voudraient se lancer dans ce genre d'aventure de rénovation de bateaux, plutôt que d'acheter justement ce fameux voilier barre en main, sans frais à faire dessus. Bon, à ces gens-là, je leur dis tout de suite, des frais, quoi qu'il arrive, même si vous achetez le bateau neuf, sorti de chantier, sorti de moule, vous en aurez un paquet à faire, parce que ça sera souvent sans option. Voilà. Donc, où en suis-je? Voilà, c'est un voilier, donc, comme je vous l'ai dit, que j'ai acheté le 27 avril de cette année. Pourquoi j'ai choisi ce voilier? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je cherchais un voilier de moins de 9 mètres, enfin 9 mètres maximum, et dériveur intégral, ou petit tirant d'eau, ou facilité à l'échouage. Donc, pourquoi moins de 9 mètres? Eh bien, parce que tous les voiliers que j'ai eus précédemment étaient grands ou plus grands et avaient une vocation hauturière pour un programme spécifique, avec même de la vie à bord. Voilà, un voilier de 43 pieds, style amphitrite que nous avons eu, c'était pour vivre à bord, faire le tour du monde. Et c'est un voilier qu'il est impossible, en l'état de nos finances, à moins d'être très riche, ou même illusoire ou sans intérêt, de garder sur une place de port à l'année, sans naviguer, en vivant ailleurs, sans un programme de grande navigation hauturière. Ça n'a aucun sens de garder un tel voilier, une telle unité énorme dans un port, de payer les frais d'entretien, les frais d'anneau pour un voilier très grand si on n'a pas un programme de grand large. Ça n'a aucun intérêt d'avoir un voilier de 43 pieds si c'est pour juste aller s'amuser en été autour de la Bretagne, ou aller une fois en Irlande, ou aller une fois je ne sais pas où, en Écosse, ou en Espagne, ou au Portugal, et revenir. Quel est l'intérêt de maintenir en permanence un voilier de cette taille? Alors, c'est possible, hein, je ne dis pas que c'est impossible, si on a les finances qui vont avec, ce n'est pas mon cas. Moi, ma limite raisonnable, avec un programme de navigation qui peut aller de la navigation estivale en famille ou en solitaire ou avec des amis, euh, à un éventuel cassos. Je dis cassos, c'est pas cas social, hein, c'est Taillot, Taillot, va voir là-bas si j'y suis. Donc, un voilier qui peut ouvrir ce genre d'horizon, c'était 9 mètres. Ça me paraissait ma limite supérieure à ne pas dépasser, parce que au-delà, les frais sont exponentiels. Il faut le savoir, sachez-le les amis, sachez que au-delà d'une certaine taille, au-delà de 10, 11 mètres, les prix, les coûts d'entretien sont exponentiels. Tout coûte beaucoup plus cher. Vous avez une surface de voilure qui est beaucoup plus grande, vous avez des appareils, enfin des espars, des winches, un guindeau, une chaîne d'ancre, un moteur, tout est plus gros, tout coûte plus cher en entretien, tout coûte plus cher à changer si ça casse, etc. La taille des haubans, tout est vraiment plus cher. La taille de l'anneau à l'année, il y a des seuils vraiment où on franchit, c'est de l'ordre de l'exponentiel, les coûts d'entretien d'un bateau. Voilà. 9 mètres, ça reste raisonnable. Voilà, 9 mètres, ça reste raisonnable. Ce voilier-là, je l'ai choisi donc en grande partie pour sa taille, et aussi parce que, alors, c'est un dériveur intégral, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il a une capacité d'échouage
il cale 50 cm, peut-être moins. C'est-à-dire que entre la flottaison et le fond de la coque, ou pour se poser sur du sable, pour aller remonter une rivière, etc., il y a 50 cm de tirant d'eau. J'ai besoin que de 50 cm d'eau pour passer. C'est rien. Voilà, un quillard, ça va d'1,70 m à 2,50 m, voire plus pour certains voiliers sportifs. Ça peut être 3 mètres. Voilà, celui-là, c'est 50 cm. Et ça permet un vrai confort au mouillage, d'aller se poser sur une plage, de remonter une rivière. Ça permet une capacité d'aller se nicher dans des endroits inaccessibles à des quillards, des abris vraiment tout vent, des abris à tempête, etc. Ça a beaucoup d'avantages. Et en Bretagne, dans l'océan Atlantique, ce sont des mers à marée, avec des forts marnages, où avoir une capacité de naviguer dans très peu d'eau est non négligeable. Donc voilà, je voulais absolument un voilier à faible tirant d'eau, comme l'était le Waram, notre catamaran auparavant, comme l'était notre sloop Pichavant qu'on a vendu en Polynésie pour l'Amphitrite. Alors l'Amphitrite, évidemment, c'était un quillard. Il avait une capacité de franchissement. C'était un quillard avec une quille prise dans le moule, avec une épaisseur de strate qui allait au galbord, au niveau où la quille commence, de cet ordre-là. Hein. C'était épais comme ça, c'était blindé. Et il calait 1,75 m. Donc c'était très peu pour un gros quillard de 43 pieds. Et c'était un bateau hauturier. Mais il n'avait pas les avantages. C'est pas ce qu'on lui demandait du dériveur ou du bateau à faible tirant d'eau. Il avait d'autres qualités. Voilà. Il avait la qualité, la capacité d'aller nos limites n'importe où, dans l'échantillonnage des haubans, du mât, de la matière, etc. C'était un bateau, un déplacement lourd pour aller loin, n'importe où, longtemps. Ce voilier-là, il a aussi des capacités hauturières, hein, le petit Fugue. Malgré sa petite taille, malgré son tirant d'eau, etc., il peut très bien t'amener à aller voir ailleurs si j'y suis. Il n'y a aucun souci pour ça. Ça ne le fera pas dans le même confort, évidemment, puisque c'est un voilier plus petit. Voilà. Donc, ce voilier, il répondait parfaitement à mon cahier des charges. Je suis parti, je ne sais pas si vous avez vu des photos initiales d'une forme d'épave, on va dire, avec le mât d'un côté, la coque de l'autre, tout en pièces détachées, rien de branché, pas de lumière, des emménagements complètement pourris qu'il a fallu intégralement débarquer, y compris tous les vaigrages, c'est-à-dire tout ce qui était qui recouvrait l'intérieur de la coque. C'était des vieilles moquettes dégueulasses, enfin c'était tout à bazarder, le moteur en vrac, etc., etc. Donc tout ça, ça a été débarqué. Il a fallu repartir, regréer, remater, reaccastiller, refaire les aménagements en partie. J'ai fait au plus simple, j'ai fait extrêmement simple et fonctionnel selon mon expérience. Voilà. J'ai pas fait dans les aménagements de camping-car avec les petits équipés qui s'ouvrent et qui se ferment. Voilà. J'ai fait des étagères basiques avec des petites billes de bois qui tiennent, voilà, et qui tiennent des paniers. C'est tout simple, c'est léger, et en même temps c'est structurel. Ça rend la coque plus solide puisque tout est dans la forme de la coque et posé au joint congé sur la coque, donc ça renforce la coque. Bon, tout ça c'est fait, tout ça ça a un prix, tous les aménagements, tout ce que j'ai fait à bord, ça a un coût. Ce bateau, je l'ai choisi, je l'ai payé un certain prix initialement, je l'ai payé, alors on va parler un peu argent, coût d'achat initial 4000 euros. Vous allez me dire, oui, on trouve des bateaux dans cet état-là pour moins cher. Sauf que ce bateau avait plusieurs avantages. Un, donc dériveur intégral, il faut, dès que vous tapez dans ce genre de conception dériveur intégral, vous rajoutez 20% à l'achat. C'est, quel que soit le bateau, même en état de naviguer, si c'est un dériveur, ça vous coûtera plus cher. Ça, il faut le savoir. Ça vous coûtera plus cher qu'un quillard. Déjà de conception, c'est plus complexe, c'est plus rare, il y a plus de demandes.
Donc il y a ça, il y a le fait que c'est un plan Osepi Brenner, donc c'est une très belle carène, donc c'est un bateau qui marche très bien. Il y a le fait qu'il n'y en a que 12 en France, des fugues 9 mètres dérivant intégral, donc c'est une toute petite série qui est très cotée, qui est très réputée pour ses qualités de marcheur. Et il y a le fait que ça répondait à mon cahier des charges. Donc tout ça, ça avait un prix, ça avait un coût. Euh, Barre en main, clé en main, évidemment, c'est pas les mêmes tarifs, mais celui-là, voilà, 4 000 € initial pour que ça réponde à ce cahier des charges. Un bateau coté, qu'il est bon de retaper parce qu'il y en a peu, il y en a très peu, c'est une toute petite série parce que c'est un voilier d'architecte, parce que la coque est saine, le moteur est sain, le mât est sain, et en repartant de ces bases-là, voilà, on peut parvenir à quelque chose de cohérent. Donc partant de là, voilà, mis à nu de la coque, comme vous avez pu le voir, elle est repeinte, avec, bon, pas le pont encore, le pont ça sera au mois d'avril. Je m'occuperai de ça au mois d'avril, donc euh, reprise de tous les petits accros sur le pont, avec un gel coat et une peinture neuve intégrale avec un antidérapant neuf sur le pont. Ça, c'est prévu, ça sera fait, voilà, ça fait partie du chantier. Donc tous les aménagements, ça a été fait de manière très sobre et très sommaire, mais fonctionnelle. Donc moi, ce que je voulais impérativement en cas de va voir ailleurs si j'y suis hauturier, c'était une grande cabine centrale, donc au niveau du centre de gravité. C'est important sur un petit voilier. Donc tout l'espace bâbord autour du puits de dérive est transformé en couchette. Alors on n'a pas essayé à deux encore parce que pour le moment, comme vous l'avez vu dans la vidéo, sur cette couchette il y a euh, le kayak, des voiles, des caisses avec des fringues, enfin voilà tout le matériel qu'on avait, parce qu'on avait le chat, le chien, enfin bon, et c'était la couchette du chien durant la dernière semaine de chantier. Donc voilà. Mais une couchette de mer, toute mer, voilà, confort central. Au niveau du centre de gravité, ça bouge moins, les mouvements sont plus souples. Voilà, c'est pas des mouvements comme à l'avant où ça peut avoir de l'amplitude. Bon, toute l'électricité, tout l'accastillage de l'encre au bimini, voilà, tout ça, ça a un coût. Combien ça m'a coûté? Donc en tout, en plus de l'achat du bateau, et je compte les frais d'essence pour aller de chez moi à Arcachon, parce qu'il y a 500 km, 1000 km aller-retour. J'ai fait une, deux, trois, j'ai fait quatre sessions. Alors deux d'une semaine, une de 15 jours, et la dernière là, de ce mois de septembre de 3 semaines. Et là-bas, je me suis déplacé qu'à vélo, exclusivement à vélo. Je fais toutes mes courses à vélo, parce que bon, le gasoil, ras-le-bol, hein. Sacoche, vélo, Arcachon, ça va, c'est plat, donc c'est même assez agréable, il y a des pistes cyclables. Donc j'ai tout fait à vélo, mes achats, voilà, euh, même les courses assez loin pour ramener de l'eau, tout ça c'était à vélo. Bon. Pour limiter les frais. En tout, j'en suis, en comptant l'achat du bateau, j'en suis à 10 000 € de frais. Voilà, vous allez me dire, c'est beaucoup, 10 000 €. Bon, il se trouve que pour financer la rénovation, alors j'avais 4 000 € pour l'achat. Pour financer la rénovation, j'ai vendu ma moto de collection. J'avais une MT-01 Yamaha que vous pouvez voir en vidéo sur ma chaîne. C'était un investissement, plaisir, parce que j'ai un peu roulé avec, parce que c'est une moto magnifique, super agréable à rouler, hein, c'est un gros twin. Bon, on n'en parle plus, elle est vendue. C'était vraiment pourquoi j'avais acheté cette moto-là, c'était pour placer des sous. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais une somme d'argent. Je ne voulais pas la conserver en tant qu'argent parce que je l'aurais claqué à n'importe quoi, à acheter des conneries. Donc je l'ai placé d'un bloc dans un objet de collection.
et qui ne décotait plus, donc que j'ai revendu le prix que j'ai acheté. Je ne vous dis pas, voilà, est-ce que j'ai fait un bénéfice ou non, c'est pas la question, mais ça m'a permis de mettre de côté une somme d'argent sans passer par ma banque. Donc qui m'a servi exactement à rénover le bateau, à acheter du matériel neuf et d'occasion. Voilà, c'est un mix. Je suis en permanence à la recherche de matériel d'occasion. Donc tout ce qui est encre, chaîne d'encre, c'est neuf, avec les manies qui vont avec. Le guindeau, j'ai changé le guindeau qu'il y avait quand j'ai acheté le bateau puisqu'il était grippé. J'ai retrouvé exactement le même en occasion, fonctionnant parfaitement. Voilà, occasion. Tout ce qui est drisse, écoute, donc sur le mât, tout ça c'est neuf, mais j'ai quand même récupéré l'intégralité des anciennes drisses et écoutes qui ont trempé longuement dans des bassines de Saint-Marc, de lessive Saint-Marc et qui ont retrouvé leur souplesse et un état à peu près correct et qui resserviront soit en backup, soit pour refaire des palans et autres. Donc c'est de la récup. Le feu de tête de mât, qui est un feu à LED tricolore et de mouillage, c'est un combi, ça vaut un œil. Voilà, ça se trouve pas d'occasion, c'est du neuf avec son câble. C'est un gros poste d'investissement. Sur l'arrière, le bimini, c'est un bimini de navire White Shark. Ça fait exactement la largeur de mon cockpit au centimètre près. Donc j'ai conservé la toile qui était en parfait état. J'ai éliminé le dernier arceau. C'est un 3 arceaux. Bah, moi j'en ai besoin que de 2 pour poser mon panneau solaire, et je l'ai fait en dur comme vous avez pu le voir sur la vidéo puisque j'avais récupéré avec le bateau, c'était vendu avec des plaques de polyester, enfin de plastique, de fibre, gel coté d'un côté. Donc je les ai utilisés pour me faire un bimini en dur sur lequel est posé le panneau solaire qui est neuf. Le panneau solaire qui va à une batterie qui est neuve, un gros panneau solaire 180 watts qui va. Alors j'ai fait extrêmement simple, j'ai pas fait un parc de batteries en parallèle, j'ai fait une batterie de servitude de 180 ampères-heure. C'est pas une batterie AGM, c'est pas une batterie au lithium, c'est pas une batterie dite solaire, c'est une batterie sans entretien standard. Voilà. C'est l'expérience qui me montre que toutes les batteries un peu chiadées, un peu chères, un peu AGM et tout ça, ça marche pas mieux. Bon, voilà, ça marche pas vraiment mieux qu'une batterie standard sans entretien. Alors j'ai pas pris ce que j'aurais aimé prendre, des Optima, c'est pas mal, mais ça vaut vraiment très très cher la batterie. Donc par contre, le panneau solaire c'est du haut de gamme, c'est un panneau souple, étanche, de dernière technologie qui marche même avec une partie à l'ombre, même à l'ombre complète. Dès qu'il y a de la lumière, ça fonctionne. Ça va sur un régulateur de charge, c'est du haut de gamme aussi, qui est un Victron, donc c'est du matériel électronique de pointe qui régule parfaitement la charge de la batterie, qui empêche toute surchauffe, toute surtension, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à bord? Donc cette batterie, elle est branchée à un convertisseur 12-220 à sinusoïde parfaite. Hein, donc il y a le 220 maintenant à bord. On peut y brancher, recharger sa caméra, y brancher sa brosse à dents, son ordi, sa scie sauteuse, voilà, tout un tas de matériel, et ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, tout ça c'est neuf. C'est de l'investissement. Donc qu'est-ce qu'il y avait comme investissement? Évidemment les peintures polyuréthane bicomposants pour la coque. Il reste à investir dans tout ce qui est peinture sous-marine, donc les primaires, époxy pour la dérive. Il faut savoir que la dérive sur le Fugue 9 mètres est une pièce de fonte massive de 300 kg. Donc c'est une semi-dérive lestée, on va dire. C'est un semi-dériveur intégral avec une dérive lestée. La fonte, c'est poreux, il s'agit de la traiter, de la sabler, de la traiter à l'époxy. Ça reste à faire au mois d'avril. Il faut réinvestir dans les peintures et autres matériaux
pour cela et pour les peintures sous-marines, c'est-à-dire que toutes les œuvres vives, tout ce qui est sous l'eau, sera retraité intégralement à l'époxy avant de mettre un primaire et sur le primaire, l'anti-fouling. Bon. Qu'est-ce qui reste? Voilà, tout ça c'est des investissements en temps, en argent. Ça représente à peu près l'équivalent de ma MT-01 et en tout, actuellement, en comptant l'essence et le frais des séjours, hein, je compte tout, j'en suis à 10 000 euros de frais. Il me reste pas mal de matériel à acheter, donc je ne m'en tirerai pas que pour 10 000. Hein, ce bateau-là, il me coûtera un peu plus cher, puisqu'il me faut un tangon, il me faut un nouveau démarreur pour le moteur, il me faut un frigo, parce que moi, franchement, le tour d'Atlantique sur le Warham sans frigo, c'était trop dur. Moi, j'aime bien, j'ai pas, voilà, je veux pouvoir conserver des fruits et légumes et j'ai pas réussi à faire repartir l'ancien frigo. Il y avait un très beau frigo à bord, du haut de gamme, mais il n'est pas reparti. Alors, je vais le confier à un ami qui répare tout, qui est hyper minutieux, et s'il n'y arrive pas, bah, ça fait partie des investissements à refaire. Il faut savoir que le même frigo, le même, hein, identique sur catalogue, c'est 600 euros, ça pique. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai mis déjà? Ah oui, comme matériel, j'ai oublié de vous parler du régulateur d'allure. Le régulateur d'allure, donc c'est un pilote automatique qui fonctionne avec le vent. Vous ne l'avez pas vu sur la vidéo parce qu'il est actuellement chez un soudeur qui doit le rallonger pour le reculer. Ça se monte sur le tableau arrière. Donc voilà, ça vaut à peu près entre 3500 euros pour du bas de gamme à 6 000, 7 000 euros pour du haut de gamme. Enfin, bas de gamme voilà, pour un bateau de la taille du mien. J'en ai trouvé un qui m'a coûté 800 euros. Alors moins parce que je suis devenu assez camarade, même bon ami avec le gars qui me l'a vendu, qui est mon fameux pote Cyril, dont je vous ai déjà parlé, un gars comme ça, et qui m'a en plus très généreusement donné du matériel, une cloche de tangon, il m'en reste une à trouver, des ridoirs, et qui m'a fourni le presse-étoupe que je vais installer sur le bateau en remplacement du presse-étoupe qui est actuellement. Tout ça c'est du matériel qui coûte cher, qui m'a fourni les petites LED de luminaires que vous avez vu dans leur boîte là, que j'ai fabriqué. Il m'a fourni les 5 luminaires dont j'avais besoin. Il me les a donnés gracieusement. Je ne sais pas trop comment le remercier. Alors, je le remercie de la face caméra parce que ce sont des dons extrêmement généreux. Voilà, c'est des frais que j'aurais peut-être pas pu faire en l'état de mes finances. Voilà où j'en suis. Alors, je vous dis ça. Vous me direz, oui, mais moi, pour 10 000 euros, j'ai trouvé un bateau en état. Bon, moi, l'avantage, c'est que j'ai pu étaler mes dépenses. En refaisant moi-même tous les circuits électriques, tous les branchements, les peintures, etc., en solidifiant et restructurant mon pont et ma coque, je sais ce qu'elle vaut. En la sondant de partout, je sais exactement ce qu'elle vaut maintenant. Et je connais mon bateau de fond en comble. Donc ça a quand même quelques avantages de bien connaître son bateau, de pouvoir, les yeux fermés, évoluer en mer dans son bateau, le réparer en cas de casse, ça ne cassera pas, il n'y a aucune raison, mais de pouvoir entretenir, maintenir, etc., du matériel qu'on a installé soi-même. De pouvoir étaler la dépense donc, entre le prix d'achat et puis l'achat de matériel, etc., etc., l'achat des boiseries. Là, il faut savoir que les lames de Douglas de 3 cm que j'ai installées un peu partout à bord, en étagère, de manière structurelle, en torque, en barreaux de pont, etc., j'en ai eu, même si c'est des arbres que j'ai vus plantés à côté de chez moi, ça vaut quand même extrêmement cher. Des paquets de lames de Douglas de 3 cm, bon, vous voyez comme moi, vous allez acheter du bois massif, ça vaut très très cher. Donc voilà, pour vous montrer les frais occasionnés par la rénovation de ce bateau. Et puis, bon, il y a le fait, le plaisir indéniable de retaper son bateau. Voilà, ça me fait plaisir, j'aime ça.
Il y a des trucs que j'aime pas, mais ça j'aime bien, je me sens dans mon élément, dans mon univers, à retaper un bateau à voile. Parce que ça m'ouvre en permanence des horizons, ça correspond à un esprit aussi poétique, on va dire, voilà. Et le fait de partir d'une base un peu épave et d'arriver à un bateau qu'on va mettre à l'eau, c'est pas la première fois qu'on fait ça. On a déjà fait ça avec notre voilier qui s'appelait Brestman. Voilà, on est parti d'une coque nue qui avait été taguée, squattée et qui était dans un état d'abandon. En 6 mois, bon, on habitait à peu près sur place, c'était à quelques kilomètres le chantier. On est parvenu à une mise à l'eau et un bateau apte à traverser l'Atlantique, puis le Pacifique. Bon. Et donc, voilà. Pareil pour le fugue. Alors, mon programme maintenant avec le fugue, je pensais le mettre à l'eau en septembre. Je ne l'ai pas fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'avais pas terminé, je n'avais pas envie de me mettre la pression. La deuxième, c'est, voilà, il me reste le moteur, la peinture du pont, les œuvres sous-marines, les œuvres vives, donc tout ce qui est sous l'eau, la dérive et la coque sous l'eau. Plus du matériel à acheter, donc j'avais pas les finances pour le mettre à l'eau, du matériel obligatoire. Je veux investir dans un AIS, donc c'est un appareil qui sert à détecter les autres navires et à se faire repérer soi-même. C'est un appareil qui donne, comme sur un écran de radar, on voit la trajectoire du navire, si on est en route de collision, etc. Je ne pars plus maintenant sans ce genre d'appareil. C'est indispensable à bord d'un bateau. Je dois acheter un démarreur pour le moteur, trouver un tangon, deux, trois bricoles électroniques, une VHF, etc. Bon, alors je suis en train de voir avec Cyril qui m'a proposé du matériel très généreusement. Merci à lui encore. J'étais pas encore en mesure de mettre le bateau à l'eau, ça aurait été, je pourrais y être encore, j'aurais terminé là, euh, allez, il m'aurait fallu quelques jours encore, mais j'avais pas les finances. Et puis après, bon, j'aurais peut-être pu ramener le bateau à Brest, qui est mon fief, mais pour l'installer dans un mouillage forain, une vasière, tout en habitant en Auvergne. Donc tout l'hiver, je me serais fait des cheveux blancs en pensant à mon bateau. Donc là, il est pour le moment, en fait, la décision est prise aussi bien où il est, sur son terre-plein, en sécurité, sur ce chantier. Il y est pour l'hiver, il est bien calé. Le vent peut souffler, les vagues peuvent arriver à Arcachon, il ne bougera pas, bon, en principe. Le seul truc qui peut arriver, c'est des dégradations d'abrutis qui viendraient sur le chantier de nuit mettre le Bronx. Bon, ça peut arriver. Bon, on croise les doigts, on touche du bois, je ne vais pas me faire du sang d'encre pour ça. Reprise du chantier au mois d'avril, avec un peu de finances refaites. Il faut que je vende des bouquins, donc venez sur mon site, aidez-moi à faire vivre cette aventure en achetant mes livres. Enfin, je ne demande pas de dons, hein, c'est hors de question de demander des dons. C'est pas l'idée de la chaîne, vous le savez très bien. J'ai pas de chaîne Patreon ni rien, ça c'est bon. Mais par contre, je vends des livres. Alors bon, c'est comme ça que je finance mes aventures maritimes. Donc, pour une mise à l'eau en mai, avec quel programme? Le programme, voilà, ce voilier, il ouvre tous les horizons possibles. Euh, Ce sera plus dédié, je pense, si tout va bien dans le monde, s'il n'y a pas de guerre mondiale et autres, à faire de la navigation côtière autour de la Bretagne, de l'île-Dieu à Belle-Île, Groix, les Glénans, le Ratsin, Brest. Voilà, passer l'été entre Concarneau et les Glénans et Lorient, c'est vachement sympa. Et le golfe du Morbihan et Belle-Île et les mouillages du Palais, etc. C'est chouette comme tout. Aller chez Bedef en ayant mouillé derrière Groix. Enfin, voilà. À l'échouage avec un dériveur intégral, c'est super sympa, c'est vachement agréable. Donc ça, c'est un programme possible. Pourquoi pas l'Espagne et le Portugal, pourquoi pas un peu plus loin l'Irlande et l'Écosse, pourquoi pas peut-être la Norvège, je sais pas, voilà. Et pourquoi pas les Antilles et les retours. Tout est possible, voilà.
C'est un voilier qui peut permettre, qui est extrêmement simple, qui sera dans sa conception, qui restera simple. Voilà. Bon. Ça restera aussi mode de navigation des années 80. Il n'y aura pas de douche chaude dans l'immédiat, peut-être un jour, hein, possible. Il faut aménager une douche. Bon. Eh ben, on aménagera une douche, mais ça sera douche solaire et lavage avec le bidule, le pressurisateur pour asperger les plantes, là, vous savez. On a toujours eu ça à bord, ce qui permet de faire une douche complète avec 5 litres, et si on laisse ça bien au soleil, ça chauffe. Bon. Donc ça reste un voilier simple, extrêmement simple et spartiate. Donc mise à l'eau en mai, en principe, j'aurai fini, j'aurai le financement pour terminer en mai et finaliser le moteur, la quille et les œuvres vives et le pont. Voilà ce qui reste à faire. Et puis trouver éventuellement un tangon. Non, je pars pas sans tangon, un AIS, enfin un peu d'électronique et le matériel de sécurité obligatoire. Parce qu'en France, le nautisme n'échappe pas à la règle des trucs obligatoires. Pas forcément idiots, hein, il y a des trucs obligatoires pas stupides. Mais j'ai pas besoin qu'on me dise à moi qu'il faut un extincteur, machin, voilà. J'ai pas besoin qu'on me l'impose. Je suis pas idiot, je partirai pas sans un extincteur. Là, j'ai un poêle à bois qui fonctionne et j'ai un extincteur à côté au cas où il y aurait un feu de cheminée. On l'a l'extincteur, mais j'ai pas besoin qu'on me l'impose. Bon, et en France, on a tendance à faire des lois pour imposer des trucs évidents. Voilà, comme si les Français étaient irresponsables et stupides, ce qui n'est pas le cas. On fait partie des grands marins et on navigue pas comme des abrutis. Bon, c'est obligatoire. La fusée X-4512 est obligatoire. Les pinoches sont toujours obligatoires. Le seau, enfin bon, c'est comme ça. Donc, il faut réunir tout ce petit matériel obligatoire avant de mettre à l'eau. Ça représente aussi des frais. Voilà, donc financièrement, il faut savoir qu'un tel voilier, c'est pas un truc de milliardaire. C'est quelque chose de, comme vous le voyez, c'est accessible à des gens comme moi, je ne suis pas salarié, je n'ai pas des rentrées d'argent régulières, je ne suis pas riche, loin s'en faut. Si on regarde même les critères actuels, je fais partie des ultra pauvres. Voilà, ça n'empêche pas de mener ce genre de projet à bon terme, d'aller jusqu'au bout d'un projet basique de rénovation de bateaux. Ce n'est pas tellement une question d'argent, c'est surtout une question de volonté et il faut être un peu structuré. Je ne suis pas le roi de la structure, hein, ça c'est clair et net, mais suffisamment pour pouvoir acheter ce bateau-là, le retaper, mener le chantier. Bon, je ne fais pas des listes, hein, je ne suis pas là à faire des listes de ce qui reste à faire, tout ça. Bon, j'en fais des micro-listes. Hein, voilà. Là, j'ai une petite liste en haut de ce qui me reste à acheter obligatoirement. Bon, ça pique un peu le portefeuille, que j'ai pas les sous encore. Mais voilà, c'est accessible. Et puis, j'aurai autant de plaisir et je ferai le même voyage qu'un gars qui va aller acheter un 43 pieds en leasing chez tel ou tel chantier, un bateau neuf. Voilà. Il aurait mieux fait de s'abstenir parce que le marché de l'occasion est énorme et aujourd'hui, il y a des voiliers, on peut se faire plaisir. Pour 500 euros, vous pouvez trouver un voilier aujourd'hui, je vous le garantis. Et avec un peu d'huile de coude, vous pouvez le remettre à l'eau et le refaire naviguer. Alors, ça ne sera pas forcément un voilier de 50 pieds, mais là, sur le chantier où je suis, il y a plusieurs voiliers à vendre qui, en apparence, sont abandonnés, mais qui, avec un peu d'huile de coude, repartiraient assez rapidement à l'eau. Voilà, et qui sont à vendre pour des sommes extrêmement raisonnables, hein, beaucoup moins que le prix d'une voiture d'occasion, je vous garantis, et qui peuvent vous ouvrir des horizons, vous permettre de partir pour des frais qui ne sont pas des frais de milliardaires, des frais de gens qui ont des boulots, des petits boulots à droite à gauche, et vous faire plaisir. Vous pouvez vous faire plaisir avec un bateau à voile. Voilà. Après, il faut savoir que le bateau, d'une manière générale, si vous avez un bateau adapté à votre budget, il vous coûtera de toute façon tout ce que vous possédez. Voilà, c'est une maîtresse exigeante. C'est pour ça que les Anglais disent she quand ils parlent de leur bateau. She, voilà. Les bateaux, c'est féminin en anglais. Ce sont des maîtresses exigeantes parce que ça coûte tout ce qu'on possède. Ça, c'est une règle, il faut le savoir.
On mégote pas, puis en plus de ça, on en rajoute, on a tendance à toujours vouloir le meilleur pour son bateau, donc à rajouter, rajouter, et puis un entretien courant. Et c'est pas forcément quelque chose où vous allez retrouver de la rentabilité, vos fonds. Bon, moi j'ai eu 9 voiliers, celui-là c'est mon neuvième. Euh, voilà, grosso modo, je m'en tire plutôt pas mal. Je ne vais pas dire que j'ai pas perdu d'argent parce que je ne compte pas mes heures de boulot. Je ne compte pas, ou très rarement, le matériel que j'ai mis dessus en plus après l'avoir acheté. Parce que ça, c'est du consommable, les panneaux solaires, les batteries, tout ça, c'est difficile à dire. Ça, c'est un plus sur mon bateau. Mais j'ai toujours assez bien vendu mes bateaux à voile parce que j'avais des bateaux qui avaient une certaine cote, une certaine valeur. Un Warham, c'est assez recherché. Un Amphitrite, c'est un bateau de voyage assez recherché. Voilà. Et j'ai toujours eu des bateaux pas forcément faciles à vendre parce que faut se bouger pour vendre, mais que je revendais, voilà, grosso modo, sans trop perdre d'argent. Voilà. Si on ne compte pas l'entretien courant, les frais que ça occasionne en permanence, etc. Bon, ça, c'est perdu. Bon, cela dit, euh, voilà, un bateau, c'est dédié à un usage particulier. Pourquoi moi j'ai un bateau de 9 mètres? C'est parce que j'ai pas de programme particulier. Je ne veux pas avoir un bateau plus grand, ça me servirait à rien, strictement à rien en l'état. Voilà. Donc les amis, j'espère avoir un peu éclairé ceux qui se posent ce genre de questions, de retaper un bateau, pourquoi, comment, combien ça coûte. Je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous me poserez euh, en commentaire. J'ai assez d'expérience pour conseiller, je le fais de manière gracieuse et bénévole, ou pour vous déconseiller, même si je sens que vous n'êtes pas prêt à acheter un bateau et que vous avez envie, mais vous n'êtes pas fait pour ça, pour vous dire le faites pas, je peux, très bien, ça peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé